Avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, vous l'attendiez tous, enfin il est chez nous dans notre émission, c'est François Asselineau. D'ailleurs, je me suis même acheté une nouvelle chemise pour le recevoir. Bonsoir monsieur Asselineau, comment allez-vous ? Eh bien, je vais bien. Je suis très content de vous avoir, parce que là, on va parler politique, enfin. Voilà. Parce qu'il faut parler politique, il faut parler de ces européennes, de votre élection, enfin de cette élection. Parce que je remarque que, quand même, malgré tout, les médias ne font pas leur travail sur ce coup. Oui, c'est gentiment dit. J'essaie d'être gentil. Nous sommes en période d'équité depuis le 15 de ce mois. Alors, les gens ne savent pas du tout ce que ça veut dire, d'ailleurs. Alors, on va peut-être expliquer ce que ça veut dire. Donc normalement, si vous voulez, les médias ont une obligation générale de refléter les différents courants, les mouvements d'opinion en temps normal. Bon. Et pendant les élections, il y a une période qu'on appelle la période dite d'équité, pendant la campagne électorale, qui a été fixée par la loi. Le problème, c'est que personne ne sait ce que ça veut dire. Parce qu'en théorie, si on voulait être en bon français, l'équité, c'est un concept théologique. Ça veut dire, face à une inégalité de départ, arriver à une espèce d'égalité d'arrivée. C'est ça l'équité. C'est quoi le commerce équitable, par exemple ? C'est un commerce qui consiste à donner plus d'argent aux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire que ce que normalement il obtiendrait avec le jeu des rapports commerciaux Nord-Sud. Donc normalement, il faut donner plus à ceux qui ont moins. Donc normalement, si on voulait avoir une période équitable, on devrait donner plus aux listes et aux partis politiques qui sont peu connus des Français, et non pas aux partis qui sont ultra connus. C'est pourtant l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, le législateur a utilisé un mot qui s'appelle l'équité, et qui est en fait interprété pour l'inverse de ce que c'est, qui consiste en fait à donner plus de temps de parole aux partis déjà extrêmement connus, et en donner très peu aux partis peu connus. Alors, à ce moment-là, c'est pas de l'équité qu'il faudrait parler, c'est de la proportionnalité. On pourrait concevoir, c'est d'ailleurs un petit peu comment dirais-je, la jurisprudence qui a été édictée par l'Arcom, l'ancien CSA, c'est de considérer qu'il faut tenir compte du résultat aux élections précédentes, et il faut tenir compte de l'animation sur les réseaux sociaux, de l'animation sur le terrain avec des réunions publiques. C'est un panel, en fait. Mais... Alors, le problème qu'il y a, et nous avons écrit d'ailleurs à monsieur Roch-Olivier Mestre, c'est la énième fois qu'on écrit, c'est que, en plus, on n'a pas de proportionnalité. Par exemple, en 2021, M. Zemmour ne faisait aucune réunion, n'avait aucun bilan, électoral. Il a pourtant bénéficié d'une couverture médiatique effarante. Pareil pour Macron, encore plus à partir de 2015, 2016, 2017. Pendant 2 ans, il a bénéficié d'une couverture médiatique énorme alors que personne ne le connaissait et qu'il n'avait jamais eu aucun résultat électoral à son actif. Alors nous, évidemment, on est dans la mauvaise case, c'est-à-dire que nous avons fait 1,2% des suffrages aux élections européennes de 2019. Sur les réseaux sociaux, je suis le responsable politique qui fait les vidéos ayant le plus de vues. Il y a 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues, 20 vidéos qui ont dépassé 1,5 million de vues. On a un total, bientôt on va franchir les 97 millions de vues cumulées. J'ai déjà eu l'occasion de dire que sur UPR TV, sur Horizon TV, qui est la chaîne de M. Édouard Philippe, l'homme politique préféré des Français d'après les médias, cette chaîne, ils en sont à 68 200 vues cumulées. Nous, on en a 97 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et malgré tout ça, eh bien, nous n'avons rien. Alors, on n'a rien avant la période d'équité. Les médias nous disent « Ah oui, mais attendez, la période d'équité ». C'est-à-dire que pour eux, il va de soi que le parti politique qui représente le Frexit, pour lequel tous les sondages montrent qu'il y aurait entre 30 et 40% des Français qui voteraient s'ils avaient la possibilité de voter, eh bien, en fait, nous n'avons rien avant la période d'équité. Et maintenant qu'on est en période d'équité, quand on prend le contact avec les journalistes, ils vont dire « oui, attendez, on va réfléchir ». Et pendant ce temps-là, le temps passe, puisqu'il y a déjà une semaine, même aujourd'hui, nous sommes le 23. Mettre du temps à réfléchir, en effet. Mettre du temps à réfléchir, voilà. L'idée étant quoi ? L'idée étant qu'on nous donne quelques miettes au dernier moment, lorsqu'il sera trop tard,
Il y a un entretien qui vient de sortir de M. Frédéric Dabi de l'IFOP, qui vient de sortir là, il y a quelques heures, et qui dit, ça y est, la période de cristallisation a déjà commencé, c'est-à-dire cristallisation des votes. Ils vont nous donner la parole au tout dernier moment lorsque les votes auront été déterminés pour la l'équité, c'est aussi sur les sondages. C'est-à-dire que, au vu des sondages qui s'inventent, évidemment, ils donnent le temps de parole proportionnel au sondage. C'est-à-dire que si, je sais pas, quelqu'un a 10, 15 ou 30 dans les sondages, il a les 10, 15 ou 30% de temps de parole. C'est ça? Oui. Alors, on est... je l'ai découvert depuis quelques années, mais maintenant, ça prend des proportions réellement qui sont extrêmement inquiétantes. À mon avis, d'ailleurs, tous les Français devraient se mobiliser là-dessus. C'est que maintenant, nous n'avons plus d'institut de sondage. C'est vraiment du trafic d'influence pur et simple. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que sur Internet, je l'ai dit, nous avons la chaîne qui est la plus vue de tous les partis politiques français. Quand je fais des réunions publiques en province, je fais des salles combles. Là, je reviens de l'île de la Réunion, où j'ai fait 2 réunions publiques à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, dans les 2 cas, des salles combles plus que ce que l'on espérait. À Saint-Denis de la Réunion, c'était intéressant, puisque j'ai fait une réunion publique, salle Cande, il y avait 190 personnes, un petit peu plus. Au même moment, même jour, même ville, Saint-Denis de la Réunion, même heure, il y avait Madame Le Pen qui était là et qui, à 6 km de là, à l'hôtel Créolia, faisait une vidéo, faisait une réunion publique. J'ai mis les photos en ligne sur notre compte Twitter. Madame Le Pen a fait à peu près 80-90 personnes. J'ai drainé 2 fois plus de monde que Madame Le Pen. C'est un fait objectif. Et nous avons au même moment un truc qui est nouveau, qui s'appelle le rolling, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le Figaro, qui est repris par TF1, par Sud Radio, qui est repris partout. Et j'ai découvert que maintenant nous sommes classés, nous faisons... le Rassemblement national est à 32% avec M. Bardella, et nous, eh bien, nous sommes à 0,0. 0,0. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne gênent plus, là. Personne ne veut voter pour vous, en fait. Voilà. Alors, c'est fascinant. On a 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur les télés, et maintenant, on a 0 dans les sondages. Alors, qu'est-ce que ça dit de la démocratie française? Ça témoigne d'un mode panique. Ça témoigne d'un mode panique parce que je connais quand même plusieurs personnes qui m'ont téléphoné pour me dire, lorsque Nicolas Dupont-Aignan a jeté l'éponge et qu'il a dit qu'il ne serait pas candidat, il y a 2-3 personnes qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit, mécaniquement, tu vas gagner au moins 1 ou 2 points. C'était logique. Non, j'ai baissé. On était à 1,5, on est passé à 0,5, maintenant on est à 0. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même d'autres sondages. Il y a des sondages qui sont faits par des ministères de souveraineté. Et j'ai quand même des amis dans la haute administration qui m'ont prévenu que les sondages actuellement, ce que j'appelle les sondages commerciaux, sont totalement bidouillés. Vous voulez que je vous dise que ce sont les sondages dont on dispose à l'Élysée ? Dites-nous. Ça va d'ailleurs être intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Actuellement, M. Bardella, dans les sondages commerciaux, est donné à 31-32. En réalité, dans les sondages dont on dispose en très haut lieu, il est entre 21 et 23. 10 points de différence. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça, il faut bien comprendre qu'on a déjà vu la même chose pour les élections régionales. Les élections régionales en 2021, M. Sébastien Chenu, par exemple, dans les Hauts-de-France, était donné à 32%, juste talonnant Xavier Bertrand à 33%. En fait, Xavier Bertrand a fait, je crois, 38%, et M. Sébastien Chenu, au lieu de faire 32, a fait 24%. Il y avait 8 points de différence. On a vu aussi, par exemple, le 16 février 2022. Je ne remonte pas au néolithique, 16 février 2022. C'est-à-dire 1 mois et 3 semaines avant le premier tour de la présidentielle. Le sondage IFOP, le même que celui qui fait le rolling en ce moment, le même M. Frédéric Dabi dans les 2 cas, le directeur général de l'IFOP, le sondage de l'IFOP du 16 février 2022 a donné en 1 M. Macron à 25%. En fait, il a terminé à 28%. En 2, Éric Zemmour à 16,5%, présent au 2e tour. En fait, il a fait 7,07. C'est-à-dire qu'il avait été surévalué de 135%. En 3, Mme Le Pen à 16, qui en fait a fait, je crois, 22, quelque chose comme ça, donc avait été sous-évaluée. Et en 4, Mme Pécresse, qui était donnée à 15, elle a fait 4,7. Elle était surévaluée de 235%. C'était tellement énorme que la commission des sondages, qui existe vaguement, c'est un petit truc qui existe, a publié un communiqué
que vous trouverez sur Internet à l'époque en disant que c'était un sondage qui était en fait faux. Il y a même eu TF1 l'a relayé en disant que c'est un faux. Attention, c'est un faux sondage. Donc on sait que l'IFOP est un organisme qui fait des faux sondages. Monsieur Dabi était monté au créneau pour protester en disant que c'était exact. Et ce monsieur qui devrait normalement être poursuivi, à mon avis, pour trafic d'influence, maintenant est chargé d'un rolling qui nous met, plus on grimpe dans les sondages, et plus on baisse dans les siens, pas seulement les siens, d'ailleurs c'est vrai aussi de Kantar, c'est vrai aussi de YouGov qui a donné récemment, là il y a eu aussi un avertissement de la commission des sondages sur le dernier sondage YouGov qui faisait passer Mme Marion Maréchal de 5 à 9. Alors ce qui était drôle, c'est qu'il y avait un institut de sondage le lendemain ou le surlendemain qui faisait baisser Mme Marion Maréchal à 5,5. Bref, on a l'impression que tout ça, ce sont des écuries qui sont payées. Alors je termine quand même sur le sondage dont je vous parlais. Donc monsieur Bardella, selon ces sondages qui sont confidentiels, est donné à 21-23. Madame Ayer est donnée aux alentours de 17-18, ce qui est à peu près ce que donnent les sondages commerciaux. Et LFI est donnée entre 11 et 13. Pas du tout 6-7, comme on nous dit. C'est-à-dire qu'en ce moment, LFI est très sous-estimé dans les sondages. D'après, en tout cas, les sondages confidentiels dont je possède. Ensuite, vous avez LR. Alors, LR qui est aux alentours de 6-7, comme d'ailleurs Reconquête, et comme d'ailleurs Glucksmann, qui est donné aux alentours... est à 14-15. Qui est donné à 12-13. Il y a tout un narratif en ce moment sur le thème, est-ce que Glucksmann va dépasser, est-ce qu'il va y avoir des courbes qui vont se croiser? Mais les gens rigolent, parce que les gens savent que c'est pas possible. En fait, d'après le sondage, les sondages qui sont les sondages des ministères de souveraineté qui travaillent, Madame Ayer va terminer certainement à 18, et Monsieur Glucksmann ne terminera pas à 12-13. Et puis il y a l'UPR. On a été donné par ces sondages, on était entre 2,5 et 3, il y a un mois et demi. Il y a un mois, on était aux alentours de 3, 3,5. Et là, le dernier sondage qui m'est parvenu, nous sommes entre 3,5 et 4. Et on est donné à 0,0. On sent qu'il y a une magouille quelque part. Non, mais vous comprenez, ce qui est dramatique dans cette histoire, enfin, d'un côté, c'est drôle. D'un côté, c'est drôle parce que ça prouve qu'ils sont en mode panique. Parce que si tout le monde savait que nous sommes en fait à 3,5, 4, ça ferait évidemment un formidable élan pour notre mouvement, et surtout, ça forcerait les médias à m'inviter. Tandis que là, les médias ont beau jeu de dire, mais comprenez, vous êtes donné à 0, sachant qu'il y a des intérêts capitalistiques croisés entre les sondages et tout ça. Alors, je vais même vous dire la suite des événements. Dites-moi. C'est que je pense que tout le narratif est prêt pour la suite des événements, parce que tout ça c'est entièrement manipulé. C'est-à-dire que je pense que si les sondages dont je vous fais état sont exacts, se révèlent exacts, on a vu d'ailleurs, c'est en fait exactement le même scénario qui s'est passé à la fin des régionales, et un peu la même chose qu'au présidentiel. Le soir des élections, M. Bardella fera peut-être 23-24. Or, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse 32, 33, 34. Résultat des courses, ça va être présenté comme un échec. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais, pendant qu'on le donne à 32, 33, 34, on explique aux braves gens, voilà, il faut voter utile, il faut voter pour lui, il ne faut surtout pas voter Asselineau, il ne faut surtout pas voter pour les petites listes. Donc, dans un premier temps, il sert, si vous voulez, d'antenne un paratonnerre. Et deuxièmement, le soir des élections, patatras, il va faire -8. Et là, vous aurez tous les commentateurs politiques français, M. Alain Duhamel, M. Benjamin Duhamel, M. Olivier Duhamel, etc. Enfin, tous ces commentateurs qui sont très diversifiés dans leurs origines sociales et dans leurs opinions politiques, qui vont expliquer aux Français, voilà, là je fais du spoiling sur ce qui va se passer, ils vont expliquer aux Français, oui, finalement, Bardella n'a pas réussi exactement, il a commis 3 erreurs, c'est ça qu'on nous expliquera. Première erreur, il a cultivé une ambiguïté vis-à-vis de la Russie, ce qui n'est pas vrai du tout d'ailleurs. Il tape sur les Russes, il soutient mordicus l'Ukraine. Mais vous voyez bien le narratif de Mme Nathalie Loiseau constamment à dire... Donc ils diront, voilà, il a cultivé un narratif. Deuxièmement, il a été ambigu sur le Frexit, ce qui n'est pas vrai du tout. Bardella est tout à fait pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN, etc. Mais vous voyez bien que les attaques incessantes, notamment de Madame Ayer, et qui, la pauvre, c'est un pois chiche dans la tête, elle ne fait que répéter ce qu'on lui dit de dire. C'est en fait Macron, il ne cesse que d'attaquer le RN, comme si le RN voulait sortir de l'UE.
Et puis le troisième point, c'est que M. Bardella a dit qu'il faudrait dissoudre l'Assemblée nationale s'il faisait une grande victoire. Et donc le soir même, on dira finalement les Français n'approuvent pas cette dissolution. Donc on aura, et si Mme Maillère fait 18-19, elle sera à 3-4 points, et on dira finalement ça s'est pas mal passé en fait pour elle. Donc tout ça est prévu de longue date pour avoir le narratif le jour même, pour que M. Macron puisse sortir relativement la tête haute de cette affaire. Il a d'ailleurs dit, vous avez vu sa déclaration hier, qu'il croyait mordicus au bon score de Mme Maillère, parce que lui, il a les mêmes sondages que ceux que j'ai. Il les connaît. Voilà, donc il sait que les sondages commerciaux sont des faux. Alors on va parler programme, mais avant ça, je vais présenter les gens qu'il y a autour de la table. Lara Stam de Radio Courtoisie, qui est très en beauté ce soir. Oh, merci Mike. Merci, voilà, Radio Courtoisie, on te voit tous les samedis matins à Radio Courtoisie. Comment ça va? Exact, tout va très bien. Tu es très contente aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Je me suis battue pour être là. Ah oui, tu t'es battue pour être là. Tu voulais être à côté de M. Asselineau. Voilà, tout à fait. Bon. Donc, pourquoi. Tu nous diras pourquoi, parce que cher Jean-Maxime Corneille, lui aussi s'est battu pour être ici présent. Exactement. Il a changé de cravate en plus. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. C'est le luxe. Analyste, traducteur du charme discret du djihad. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ça me fait plaisir que tu sois là, donc j'espère que tu seras comme d'habitude. Et enfin, notre éditorialiste Nicolas Stocker de Radio Courtoisie. Comment ça va, cher Nicolas? Ça va. On va aller un peu mieux. Vous n'avez pas l'air... au son de ma voix. Tu n'es pas aussi en forme que Lara, tiens. Non, mais c'est les vases communicants. Bon, tant pis. Mais les femmes. En tout cas, j'espère quand même que vous serez à fond pendant le petit débat que vous aurez tous ensemble. Nicolas Stocker, que vous reverrez tous les samedis matins sur Radio Courtoisie. Déjà, 3100 personnes rien que sur YouTube. Merci à vous de votre confiance. Et continuez, partagez. Dites-moi, pourquoi cette campagne européenne? Pourquoi cette élection européenne? Est-ce que ces européennes, c'est peut-être le début c'est une élection, on va dire, intermédiaire, mais le début de quelque chose? Oui, je pense que... je parcours la France, y compris l'outre-mer, j'en parlais à l'instant. Il y a quand même une grande inquiétude. Et le fait que je fasse des salles combles alors que je suis totalement blacklisté dans les médias mainstream est quand même révélateur. Je vois beaucoup de Français, tous âges, toutes conditions, qui sont inquiets. Et depuis... Bon, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Une grande inquiétude. Il y a quelque chose de très nouveau aussi pour notre électorat, enfin les gens qui viennent s'intéresser à ce que je dis, c'est que jusqu'à il y a 3-4 ans, donc j'ai créé le parti il y a 17 ans, pendant une dizaine d'années, 12 ans, 13 ans, on drainait essentiellement des moins de 40 ans. Et beaucoup de gens qui étaient sur Internet, etc. Bon. Depuis 3-4 ans, on a une sociologie qui change à toute allure et on a de plus en plus de personnes âgées, de retraités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, ça veut dire que je suis connu maintenant en dehors des spécialistes, des aficionados d'Internet. Ça veut dire aussi que ce qui était perçu comme un extrémisme jusqu'à il y a 4-5 ans est désormais en train d'être perçu comme la voie de salut, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Pourquoi ça? Parce qu'il y a eu 4 événements, ou 4-5 événements fondamentaux. Les Gilets jaunes. Les Français ont vu comment Macron avait en fait violenté le peuple français avec des gens qui ont été éborgnés, mutilés à vie, ce qui est totalement contraire à toutes les traditions républicaines. À chaque fois qu'il y a eu des grandes manifestations gigantesques avec des millions de personnes dans les rues, c'est arrivé du temps de Mitterrand par exemple, c'est arrivé du temps de De Gaulle, le président de la République au pouvoir, il en tient compte, il retire un projet de réforme, il dissout l'Assemblée nationale, enfin il prend des actions politiques. Alors que Macron a tenu mordicus à poursuivre la politique et à faire jusqu'à tuer des Français. Ça veut donc dire que Macron n'est pas, en fait, ne se sent redevable en rien au peuple français. Ils se sont redevables des gens qui l'ont fait élire par manipulation médiatique et sondagière en 2017 puis en 2022, et c'est à eux qu'il doit des comptes. Or ça, les Français ont pu le mesurer dans leur chair. Il y a eu le deuxième phénomène, ça a été l'affaire du Covid. Donc là, les Français ont découvert que l'État, qui normalement est un État protecteur, que l'Union européenne, qui normalement est une structure totalement transparente, etc., pleine de bénévolence, en fait, les Français ont découvert
un État qui était en train de nous entraîner, de forcer la population à se faire injecter dans le corps des produits inconnus, sans qu'on en connaisse le contenu, sans qu'on connaisse les contrats, a découvert qu'il y avait une opacité totale au niveau de l'Union européenne, a découvert que la présidente de la Commission européenne passait des contrats de 41 milliards d'euros avec le président de Pfizer sans aucun appel d'offres, comme ça. Donc quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « mais où on va là ? C'est quoi cet univers ?» Ça se double par ailleurs de phénomènes. Les gens commencent à comprendre qu'il y a beaucoup de corruption derrière. Je rappelle l'affaire de la vice-présidente du Parlement européen. Avec le Qatar. Voilà, qu'on a retrouvé. Vous savez, il y a une descente de police chez elle. Ils ont soulevé un matelas. Il y avait 180 000 euros en billets de banque. Ils lui ont demandé « c'est quoi ?» Elle a dit « je ne sais pas ». Bon. Remarquez, la mère d'Avalon, elle ne sait pas non plus comment elle s'est retrouvée avec des lingots d'or sous le plumard. Bon, enfin bref, on est dans un monde formidable. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'affaire de l'Ukraine. Parce que là, il y a quelque chose, alors une césure aussi très importante, c'est qu'on a présenté aux populations depuis des décennies que l'Europe, c'était la paix. Et moi, pendant des années, j'ai ramé, parce que les gens disaient « oui, tout ce que vous dites sur l'Europe, c'est vrai, ça pose des problèmes, etc. Mais quand même, l'Europe, c'est la paix. » C'était l'ultima ratio, comme on dit, la raison ultime qui faisait qu'il fallait être pour. Et là, d'un seul coup, les Français découvrent que ce truc est en train, au lieu de susciter la paix, de nous emmener dans un choc frontal contre la Russie. Mieux même, le commissaire européen français chargé du marché intérieur, qui s'est autoproclamé coordonnateur de la fabrication d'obus à travers. C'est absolument pas prévu dans les traités. C'est un coup d'État en fait auquel il a procédé. Et alors cette affaire-là attire des gens chez nous parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent. En 2013, donc il y a 11 ans, j'ai fait une vidéo, j'ai fait toute une conférence qui est en ligne, que les gens peuvent aller voir, où j'expliquais, ça s'appelait « L'Europe, c'est la guerre ». Et j'expliquais il y a 11 ans ce qui est en train d'arriver. Donc si vous voulez, grâce à Internet, maintenant, il y a des gens qui peuvent dire « Mais vous faites ce type-là dont on comprenait un petit peu comme un cinglé ». Mais en fait, c'est exactement ce qu'il avait dit. Et donc, il y a des gens de plus en plus qui sont remontés, qui ont fait de l'archéologie dans mes conférences, et qui se sont... Je suis désolé de me mettre en avant, mais enfin, si je ne le fais pas, c'est pas TF1 qui va le faire à ma place. Eh bien, en fait, j'avais raison. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, il avait raison. Et puis alors, s'ajoutent encore deux autres événements. Il y a l'endettement qui est maintenant hors contrôle. Or, cet endettement public a été très largement favorisé, pour ne pas dire permis, en fait, par Mario Draghi, quand il était président de la BCE, en autorisant la BCE à violer les traités, c'est-à-dire la BCE rachète sur le marché secondaire des obligations des États. C'est un peu technique, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Et puis last but not the least, comme on dit à Bruxelles, c'est l'affaire de l'élargissement. C'est qu'il y a quand même 9 États qui sont dans le couloir de l'élargissement, certains depuis des décennies comme la Turquie, le dernier en date s'étant la Géorgie, et parmi les derniers, il y a l'Albanie, il y a l'Ukraine. Or, les Français, quand même, sont pas bêtes. Ils se rendent compte que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qu'on va encore nous piquer. Donc tout ça mis bout à bout fait que il y a ce grand basculement qui est en cours, qui fait que moi, quand je fais des réunions publiques, j'ai été stupéfait. Moi, je vous assure, je fais une réunion publique près de Strasbourg, à 22 km de Strasbourg, à Grèce-Villers. On avait prévu 200 personnes, c'était déjà beaucoup quand même. On a eu 340 personnes, il y avait des gens debout, il a fallu faire venir des chaises. Et c'est un peu partout pareil, donc il y a vraiment une inquiétude qui se manifeste, et puis beaucoup d'adhésion. C'est-à-dire que les gens comprennent dorénavant que l'Union européenne ne leur veut pas du bien, en fait. Oui, et ils comprennent aussi, et c'est peut-être là-dessus que je vais terminer mon propos, pour se résumer tout ça, ils comprennent quand même que c'est une dictature qui est en train de se mettre en place. Et il y a des signaux. Moi, j'ai donné des cours de futurologie dans le passé, si j'ose dire. Quand on fait de la futurologie, vous savez, il y a ce qu'on appelle des signaux faibles, des éléments qui porteurs d'avenir ou pas. Bon, il y a quand même toute une série de signaux qui montre quand même un verrouillage de plus en plus incroyable de la pensée, de l'expression. On a vu, c'était la directrice de France Inter qui hier, je crois, qui par ailleurs dans le privé est la compagne de monsieur Raphaël Enthoven, je parle d'Adèle Van Riet, monsieur Raphaël Enthoven qui a table ouverte dans tous les grands médias. Elle a expliqué, par exemple, que les valeurs de Radio France, c'est de ne pas donner la parole aux gens qui contestent le réchauffement climatique. Alors,
Moi, je ne sais pas, mais ça, c'est incroyable. Il y a quand même, il y a des prix Nobel qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique. Il y a aussi des prix Nobel qui pensent le contraire. Et à partir du moment où une radio se permet de dire qu'il y a une vérité d'état scientifique là-dessus, ça a d'ailleurs été pareil sur le Covid, mais c'est également pareil sur le Frexit. On a aussi un candidat, M. Glucksmann, dont la femme a toujours son émission politique sur France Télé. Voilà. Et qui accessoirement, il est de notoriété publique, un agent d'influence américain. Il a été pendant 4 ans auprès du président géorgien, qui était un agent de la CIA, tout le monde le sait, qui ensuite a pris la nationalité ukrainienne. Donc M. Glucksmann est un agent d'influence américain. Alors je ne sais pas s'il est directement agent de la CIA ou s'il est approché par la CIA. En tout cas, force est de constater que, comme on lit dans les évangiles, on mesure un arbre à ses fruits. Or, toutes les propositions de M. Glucksmann vont dans l'intérêt géopolitique des États-Unis d'Amérique. Augmenter l'immigration, donner de l'argent à l'Ukraine, faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, transformer l'Union européenne en un État et une grande puissance. J'ai expliqué, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que l'affaire devient extrêmement grave, parce qu'on n'est pas très, très loin maintenant de la disparition de la France pure et simple comme un État-nation. Et donc tout ceci va dans le sens, et comme par hasard, toutes les bonnes faits médiatiques se portent sur M. Tiens, là, vous venez de citer le mot immigration. Beaucoup vous reprochent justement de ne pas assez en parler. Est-ce que l'immigration fait aussi partie du cœur de votre projet ? Les gens qui disent que je n'en parle pas ne se renseignent pas. J'ai fait plusieurs vidéos qui durent, excusez-moi, mais on me reproche à la fois une chose et son contraire, parce que j'ai fait des vidéos qui durent plus d'1 heure, justement sur ces questions migratoires. J'ai une grande différence. Alors, je vais en profiter pour dire... justement, allez-y. Parlons-en. Premièrement, il y a tous les sondages. Alors, il faut faire la différence entre les sondages préélectoraux, qui sont des œuvres de manipulation, et les sondages généraux d'opinion publique, qui, eux, sont en général plus fiables, puisqu'ils n'ont plus le rôle de manipulation de l'opinion. Les sondages convergent pour dire qu'il y a en gros 70-75% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration en France, qu'il y a trop d'immigrés. Donc ça ne concerne plus du tout ni que l'extrême droite ni que la droite, mais c'est largement le centre et une partie de la gauche. On est en démocratie, on ne l'est pas. Si on est en démocratie, il faut tenir compte de l'avis majoritaire des Français. Je vois que le Conseil constitutionnel a interdit un référendum proposé par les Républicains. Il y a quelque chose qui cloche, parce que là-dedans, opposer la Constitution française à la volonté de faire un référendum est un déni total de démocratie, puisque la Constitution française est fondée sur le fait que la souveraineté appartient au peuple, c'est marqué comme ça, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le référendum, par l'intermédiaire du référendum ou de ses représentants. Mais le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, dont la composition ferait hurler, si c'était la composition choisie par le gouvernement polonais pour la Cour constitutionnelle polonaise, on aurait un scandale à Bruxelles, mais là ça passe très bien. Ce sont des amis du pouvoir qui sont au Conseil constitutionnel. Je reviens sur l'immigration. Donc il y a une large majorité des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc il faut en tenir compte, donc il faut arrêter l'immigration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je constate que sur la scène politique française, vous avez la gauche et l'extrême gauche qui sont dans le déni total ou dans le fait de suivre un agenda qui est fixé par les États-Unis d'Amérique, M. Glucksmann, qui veut augmenter les filières d'immigration. Et puis vous avez une partie de la droite et de l'extrême droite qui, eux, tapent sur les immigrés. Voilà. De façon démagogique. De façon démagogique. Donc c'est... Alors je ne dis pas, encore une fois, je ne suis pas un benêt. Je sais bien que l'islam est une religion qui peut poser des difficultés, etc. Bien sûr. Mais il focalise là-dessus. Et moi, je fais quelque chose entre les deux. C'est-à-dire que moi, je ne m'en prends pas aux immigrés qui, pour l'essentiel, sont quand même des gens qui fuient des pays miséreux parce qu'ils ont un pays de cocagne qui les attend, où ils vont pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Moi, ce que je vois surtout, c'est qui est-ce qui organise tout ça ? Qui est-ce qui organise ces flux migratoires ? Voilà, ça m'intéresse. Alors, personne n'en parle de trop. Pourquoi ? Personne ne parle du fait qu'un commissaire européen a dit dernièrement qu'il fallait avoir 4 millions de nouveaux immigrés en Europe. Oui, alors ça, c'est Madame Ylva Johansson, qui est commissaire européenne suédoise chargée des affaires intérieures, c'est l'équivalent de ministre de l'Intérieur. Elle a fait ce discours, en effet, à Madrid, c'était à la fin de l'année dernière, et elle a dit, ce qui est d'ailleurs le cas d'ores et déjà, en 2022, il y a eu 3 850 000 nouveaux migrants qui se sont installés dans l'Union européenne.
Et sur les 3 850 000, il y en a eu 3,5 millions qui sont venus légalement avec des titres de séjour. D'ailleurs, M. Darmanin a donné, enfin le ministère de l'Intérieur a donné, je crois, en 2023, quelque chose comme 350 000 nouveaux titres de séjour. 3 500 000 sont venus s'installer dans l'Union européenne légalement et 350 000 sont devenus illégalement. C'est-à-dire que l'immigration illégale, celle dont on parle, ceux qui traversent la Méditerranée, qui sont soutenus par la SOS Méditerranée, qui sont en fait financés par des ONG américaines ou par l'Open Society de George Soros, etc., en fait, ça ne représente que 10% de l'immigration. Le gros des troupes, c'est l'Union européenne qui a cette politique volontaire et qui dit qu'elle va lutter contre l'immigration clandestine, mais pour monter à 4 millions par an. Je dis bien par an, le nombre de nouveaux migrants. 4 millions par an, en 15-16 ans, ça fait une nouvelle France supplémentaire de migrants dans l'Union européenne. Et par ailleurs, cette même commissaire a insisté sur le fait que faisait partie intégrante de l'Union européenne l'espace Schengen, donc la libre circulation et la libre installation des nouveaux migrants. Alors moi, ce que je vois dans toute cette affaire, c'est que Monsieur Zemmour, Madame Marion Maréchal, Monsieur Bardella, Madame Le Pen, qui se sont fait une spécialité de taper sur les immigrés, ne disent jamais que c'est l'Union européenne qui organise les migrations, d'ailleurs en vertu du pacte de Marrakech, du traité de Marrakech de 2018. Traité de Marrakech que la France a signé et ratifié, comme d'ailleurs la plupart des pays de l'Union européenne, mais que quelques pays dans le monde n'ont pas ratifié, en particulier les États-Unis d'Amérique et aussi l'État d'Israël. Moi, j'aimerais que M. Glucksmann, qui est quand même un fervent défenseur d'Israël, nous explique pourquoi il est normal que l'État d'Israël n'ait pas ratifié le traité sur les migrations, mais qu'en revanche, il trouve très très bien d'organiser 4 millions de nouveaux migrants par an en Union européenne. Et vous noterez également dans toute cette histoire que l'on ne parle jamais de qui finance l'islamisme. Qui finance les frères musulmans ? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Qui a financé Daesh au Moyen-Orient ? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Qui a détruit Daesh et ISIS ? C'était les Russes. Et qui donnait des armes à Daesh ? C'était les Américains, par l'intermédiaire de nos grands amis qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. J'ai eu l'occasion, je terminerai là-dessus si vous voulez bien, je m'étais rendu à Mayotte, là j'ai pas eu le temps d'y aller cette fois-ci, je suis allé à La Réunion. À Mayotte, la situation est explosive. Bon, à Mayotte, il y a un flux migratoire constant. J'étais allé voir là-bas, et c'est affolant. Normalement, il y a 250 000 habitants. Maintenant, on a dépassé le demi-million. C'est une situation explosive. Alors c'est vrai qu'il y a sans doute le droit du sol à remettre en cause, etc. Mais ce que personne ne dit, c'est qui organise ces migrations. Parce que pour traverser le canal de Mozambique, c'est de la très haute mer. Il y a 2-3 000 mètres de fond, il y a des vagues immenses. Vous avez des kwassa-kwassa qui ont un tirant d'eau de 3 cm. On met 75 personnes à bord. Donc ça risque à tout instant de chavirer. Il faut avoir un moteur très solide qui pousse à ça. Ces moteurs sont des moteurs Yamaha qui peuvent pousser 75 personnes sur 70 ou 80 km de haute mer. Un seul moteur, c'est très cher, ça vient du Japon. C'est un one way, une seule, puisque une fois arrivés à Mayotte, ils sont saisis par la gendarmerie. Et donc moi j'avais revu un officier supérieur de la gendarmerie quand j'y étais allé, qui m'avait expliqué que sur les plages de Anjouan, il y a toute une série de kwassa-kwassa, ils ont chacun leur moteur Yamaha. Il m'avait dit, mais ça vous pose pas une question ? Il m'avait dit, je dis, oui, d'où ça vient, comment ils font ? C'est un des pays les plus pauvres du monde, comment payent-ils ? Il m'a dit, on ne sait qui c'est. C'est l'émir du Qatar. Ah oui. Mais l'émir du Qatar... C'est une sacrée information pour le coup. Oui, mais l'émir du Qatar, il finance le divorce de M. Sarkozy, il rachète l'hôtel Martinez à Cannes, il achète le PSG. Donc vous savez, nous avons des amitiés avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, qui en même temps qui nous font des grands sourires, nous poignardent par derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, est-ce que M. Zemmour ou Madame Le Pen, là, qui est allée aux Comores, à Mayotte, pardon, ou Madame Marion Maréchal, etc., est-ce qu'ils parlent de l'implication des États-Unis d'Amérique derrière ? Parce que dans le 9-3, les frères musulmans, là aussi, ce sont des financements américains. On a même vu, ça avait fait scandale il y a quelques années, c'était l'ambassade des États-Unis qui était très active, justement, en Seine-Saint-Denis pour ça. Donc,
quel est l'ennemi de la France? Quel est l'ennemi numéro 1 de la France? Ça, c'est un vrai sujet. Rappelez-vous ce que disait De Gaulle, il faut savoir nommer l'ennemi. On en parlera, cher François Asselineau, avec nos amis qui sont autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle? La seule lecture rentable.